Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culture Plus de Melun. L'Espace Saint-Jean, comme vous le savez, est un centre d'exposition temporaire, mais vous pouvez aussi y suivre des cours d'art plastique, notamment dans le cadre des ateliers créatifs Saint-Jean. Aujourd'hui, Anna, professeure de dessin, nous propose d'explorer la perspective linéaire. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la perspective linéaire, grâce à laquelle on peut représenter les objets tant qu'on le voyons à travers une optique, en connaissant leur position, leur taille et leur dimension. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on réalise ensemble un cube, une perspective, et à partir de ce cube, comment on peut réaliser une figure humaine. On va commencer par dessiner un simple trait parallèle à notre feuille de 50 sur 70 et on choisit deux points aléatoires, A et B. Avec ce point, on va s'en servir d'une règle, on ne va pas dessiner à la main libre. On va essayer de trouver le cube en perspective, je vais écrire. Et on va choisir dans les points là, qui sont sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, cette ligne qu'on vient de marquer, c'est la ligne d'horizon, qui correspond à la hauteur de nos yeux. Voilà, sur la ligne d'horizon, on va choisir deux points aléatoires et à travers ce point, on va essayer de les intersecter où on va trouver des autres points. Ligne A et le B, on va faire la même, pareil. Et à partir des quatre coins qu'on a réalisés, et c'est la base de notre cube, on va remonter des droites parallèles en commençant par le début avec la première qui est le plus proche de notre espace visuel, c'est-à-dire celle-là. On va remonter des droites parallèles. On peut le dessiner à la main libre aussi, mais pour être plus exact et plus précis, on va s'en servir de cette règle. Et on va retourner dans les points qu'on a choisis sur la ligne d'horizon aléatoire. C'est-à-dire que je vais retourner en A, je vais retourner en B, et après je vais continuer à poser les autres segments pour avoir les sommets de notre cube. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais remonter des lignes parallèles à la ligne de l'horizon. Comme ça, c'est clair. Voilà. Après, je remonte toujours dans le B et là. Toujours, je dois me relier à les points aléatoires que je viens de choisir sur la ligne d'horizon. D'accord? OK. Et je vous explique ce principe qu'il a été inventé par Filippo Brunelleschi, un grand architecte passionné par la géométrie. D'ailleurs, il n'est pas le seul. À la Renaissance italienne, il y a les trois génies de la Renaissance que vous les connaissez déjà, mais il y a aussi des noms qui ne sont pas aussi connus, comme Filippo Brunelleschi, comme Leone Battista Alberti, comme Piero della Francesca, ils sont des artistes, des théoriciens de l'art, des personnes qui ont apporté une progression dans l'art et grâce à qui on peut avoir ce savoir sur la profondeur des objets, la reproduction fidèle de qu'est-ce que c'est autour de nous. Voilà, et comme ça, avec juste des parallèles et deux points aléatoires, j'ai représenté mon cube en perspective. Alberti, le grand théoricien de l'art de Quattrocento, il explique que l'être humain, la vision de l'être humain, c'est de 220 degrés et que notre vision, c'est à partir de la force géométrique dans laquelle s'encadre notre vision, c'est un cône. Donc, un aigle, il peut voir 360 degrés. Il a cette vision d'ensemble. L'être humain, il est réduit à 220 degrés. C'est-à-dire que Alberti, le grand théoricien de l'art, il part de la prémisse, de la théorie que le spectateur, comment le spectateur devant le tableau, il doit regarder ce tableau et comment on peut réaliser cette profondeur dans l'art.
Donc maintenant, on va regarder comment on a réalisé le cube en perspective. D'accord? Ça, c'est le cube en perspective, simple. C'est tout à fait simple. Et à partir de cette forme, maintenant, en passant par la géométrie, vous savez, les piliers de l'art, les vrais piliers de l'art sont des mathématiciens, c'est ceux qui ont mis les bases, des mathématiciens, des philosophes, des esthéticiens, des théoréticiens de l'art, des humanistes, qui ont chacun apporté leur contribution. Pourquoi je parle de la géométrie? C'est parce que la géométrie, ça offre la possibilité la plus rapide d'avoir une progression dans l'art. C'est-à-dire que si vous passez par la géométrie, par la compréhension de l'intérieur de l'objet par leur extérieur, vous pouvez avoir une progression rapide. C'est-à-dire, on va passer maintenant à essayer de réaliser, après la pierre de Michel-Ange, Moïse, il est réalisé en 1513-1515, on va essayer de réaliser cette pierre qui reste toujours un sujet dans les académies des beaux-arts. Et que vous devez, en ce moment, on ne va pas réaliser une étude, parce qu'une étude, c'est quelque chose qui dure plusieurs séances. On va essayer de faire juste un croquis à partir de cette image, de cette pierre Moïse. Donc, je vais prendre le fusain. Vous avez besoin juste d'un fusain. Et en principe, on va partir tout simple de cette forme. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer à dessiner la pierre tout de suite, rentrer dans les détails. Non, au contraire, je vais dessiner, je vais prendre... à chaque fois que vous commencez le dessin, vous prenez 1 centimètre pour savoir positionner. Le plus important, c'est votre angle de vue et le positionnement de votre pierre ou de votre sujet. Pourquoi je prends 7 cm autour? Parce que je sais que mon objet, dès le début, il doit se positionner ici. Parce que sa vue, son angle de vue, ça va être devant. Et pour lui donner plus de l'emploi, de la profondeur, je vais le placer là, plus proche de ma feuille. Mais en gardant quand même 1 centimètre pour ne pas le placer, sortir dans le cadre. D'accord? Donc, et de là, je vais m'en servir de mon image que j'ai à ma disposition, une simple image. Et je vais essayer de commencer à dessiner le Moïse. Toujours, on doit s'en servir d'un trait. Faites-moi confiance. Le trait, sur le trait, on doit prendre les dimensions. C'est-à-dire, la plus grande dimension dans ce portrait, moi, je remarque que c'est le nez. Donc, au début, je vais faire une forme géométrique. D'accord? Comme si je dessinais un cube, une parallélépipède, on va dire. Je prends le milieu. Et à ce moment, je me rappelle des points de fuite. Vous savez que je vous avais parlé un peu de le cube en perspective. Les lignes que je viens de tirer tout à l'heure, on peut l'appeler point de fuite. Sont points aléatoires. Pourquoi j'ai dit points aléatoires? Parce qu'ils sont choisis par moi-même, pas avec une distance, une taille d'habitude. Pour ça, vous avez peur d'apprendre la leçon des cubes en perspective parce qu'il y a une précision. Il peut avoir, je ne sais pas, il peut avoir une certaine dimension. Mais moi, à ce moment, je ne pose pas de dimensions. Je les prends aléatoires. Pour ça, on appelle ça point de fuite. C'est-à-dire que le spectateur, il se trouve, je vous explique sur ça au début, le spectateur, il se trouve devant ce cube. La plus proche, c'est ça qu'il explique le théoréticien de l'art de Quattrocento, Leone Battista Alberti, que le point de vue le plus proche de ma vision, c'est ce segment-là. D'accord? Celui-là qui est plus loin de mon espace visuel, ça va être celui-là. Comment on peut dessiner ça? Comment on peut reproduire ça dans le dessin? C'est-à-dire que le premier segment que je viens de dessiner ici, c'est cette partie-là qui est le plus grand. Ça montre que cet angle-là, il est le plus proche de mon espace visuel. Et que celui-là, il est plus éloigné parce que justement, il ne peut pas avoir la même dimension tant que je suis dans cet angle de vue et que lui, il se trouve devant moi. Celui-là, il va être plus loin
de mon espace visuel. Donc, normalement, il doit diminuer comme dimension. Ça se passe juste au niveau théorique. Pratique, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une illusion de laquelle on s'en sert pour obtenir ce résultat de profondeur. Donc, on peut appeler ça point de fuite ou point aléatoire parce que c'est sur un espace qui n'est pas dès le début défini. D'accord? Et là, on se retrouve sur le Moïse, qui est pour le moment rien du tout. Donc, on continue. C'est-à-dire que je vais prendre dans cette pierre la plus grande dimension que je vois, que je remarque moi au début, la première vue, c'était son nez. Donc, je vais prendre la taille de son nez et je vais le rapporter à son front et à sa barbe, parce que c'est ça, en fait. D'accord? Je vais le laisser ici, comme ça peut-être vous pouvez avoir un aperçu. Donc, et je vais commencer à dessiner. Donc, la forme géométrique dans laquelle j'ai essayé de l'encadrer, ça peut être un parallélépipède. D'accord? Tac, tac, tac. Et je peux lui dessiner la base. Je ne dois pas voir décortiquer cette pierre en rentrant tout de suite dans les détails. Non, au contraire, je dois le voir comme un bloc en pierre, comme un sculpteur qui doit chercher la forme. D'accord? C'est comme la composition. La composition, c'est l'interrogation de la forme dans l'espace. C'est la même chose qu'on essaie à faire avec le cube ou avec une forme géométrique pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire, je vais commencer à lui dessiner au début, je vais prendre juste les proportions de ses yeux, qui vont être par là, de son nez, qui va être par là, de sa barbe, qui va être par là, mais tout ça, n'oubliez en permanence de mesurer, vous devez vous en servir de votre crayon ou d'un fil de fer ou sinon même d'un objet de toute façon qu'il doit être droit. Vous pouvez vous en servir à chaque fois des points et des traits. Il ne faut jamais essayer d'avoir une constance dans la ligne pour pouvoir dessiner qu'est-ce que vous voyez avec les yeux parce que ça ne sert à rien. De toute façon, l'information, quand on regarde un objet, quand on est devant une nature statique ou devant une pierre, la distance entre nous et le modèle, on perd beaucoup d'informations. Donc, pour ces raisons, ce n'est pas la peine d'essayer de copier après la forme un objet ou que vous avez envie de reproduire quelque chose. Vous devez en permanence vous poser des problèmes. Comme Léonard da Vinci le disait, le dessin, c'est une cause mentale. C'est-à-dire que quand vous dessinez, essayez pas de vous laisser la vision voler par quelque chose qui est beau. Essayez de réfléchir et de comprendre la forme. Si vous arrivez à comprendre la forme, si vous le pensez comme dans l'intérieur vers l'extérieur, vous pouvez la reproduire fidèle. Mais si vous essayez de copier en regardant le modèle, vous vous éloignez des proportions et de tout ce que c'est la réalité normale. D'accord? Donc, on continue la figure de Moïse, sur laquelle ceux qui finissent l'Académie des Beaux-Arts, ils travaillent sur ça des années pour s'approprier les proportions du corps humain et du visage, de la physionomie humaine. C'est une pierre sur laquelle on s'entraîne pour comprendre mieux, apprendre mieux la physionomie et toutes les formes géométriques qu'on peut les trouver dans un visage. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on va s'en servir pour prendre la forme en grand.
le point qui est le plus important, c'est l'oreille qui va venir par là et qu'on le trouve entre les yeux et la finalité de notre nez. Il ne peut pas être plus grand que ça. Hein. Voilà. Et après, hop. Mon parallélépipède, il se trouve ici, là. La base, elle est là. C'est ça la base. C'est-à-dire que je vais commencer à mettre la valeur sur ce portrait. Je vais commencer à partir, je vais choisir les zones des ombres et le fait que j'ai déjà cette forme géométrique, je vais pouvoir savoir, je peux savoir déjà comment je vais mettre les ombres et comment je vais garder la lumière. Et j'ai aussi la perspective qui me montre à quel point de vue je me trouve moi devant ce modèle, comment je le vois, de quelle façon. C'est-à-dire, est-ce que c'est une vue frontale, est-ce que c'est une vue oblique, est-ce que c'est une vue aérienne? Non, c'est une vue frontale, presque, un semi-profil. Voilà. Je vais attendre. N'oubliez pas en permanence de vous éloigner de votre dessin pour pouvoir visualiser mieux l'ensemble. Et quand on s'éloigne, on voit mieux qu'est-ce qu'on doit corriger. Donc, je vais essayer d'estomper un peu mon dessin, d'accord? Les traits en grand et les proportions, je l'ai déjà pris. Là, je n'ai pas besoin de ce contour régulier, constant, qui est quand même assez... Je vais juste effacer ou estomper, on utilise dans les mots. Hein? On va estomper un peu tout ça. On va essayer de nous concentrer juste sur quelques détails. On n'a pas besoin de tous les traits là. Au début, la finalité de votre dessin, ce n'est pas tous les traits qui démarrent l'échelle sur laquelle vous avez remonté votre dessin. Ce n'est pas ça. Mais l'importance pour vous-même, c'est que toujours vous devez vous en servir de l'angle de vue. L'angle de vue, ça veut dire quoi? La position dans laquelle je me trouve par rapport à l'objet qui est devant moi, ou l'être humain, ou le modèle vivant. Donc, l'angle de vue, la perspective pour donner de la profondeur à l'objet ou à l'être humain. Et ensuite, la construction. La construction, c'est quelque chose... L'important, ce n'est pas d'avoir une ressemblance, parce qu'au début, on ne cherche pas la ressemblance. Au début, on cherche respecter la taille, les proportions, la dimension et l'angle de vue de notre vue. Comme si nous, on est le spectateur, comme si nous, on est l'observateur, et on doit prendre en calcul tous les détails qui le modèle il peut accorder. Donc là, je commence un peu à estomper. Malgré tout ça, c'est normal que le fusain, ça reste et ça va m'aider parce que j'ai déjà une structure sur laquelle je peux continuer mon dessin. Mais je vous rappelle que ça, c'est un croquis, ce n'est pas une étude. Normalement, il doit durer 15-20 minutes. Donc, là, je vais estomper l'œil parce qu'il est un peu trop visible. Voilà. Et là, je vais essayer de mettre Et là, je vais essayer d'être plus exact. C'est-à-dire, une fois que j'ai les proportions, la taille, la dimension, j'essaie de m'approprier ça dans une façon logique, pas dans l'hasard des choses. On peut dessiner aussi juste en essayant de copier la forme, mais on va s'éloigner des proportions de tout ça et ça va donner une anomalie. Pour cette raison, à chaque fois, je vous conseille de passer toujours par une construction géométrique. Comprendre vous-même de façon logique qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner, pas de dessiner et penser à l'autre chose. Ça veut dire que le dessin, normalement,
il demande, comme n'importe quelle activité, il demande d'être à chaque instant présent conscient de ce qu'on est en train de faire, pas en réfléchissant à quelque chose d'autre. Donc, là, je peux me faire confiance et je peux appuyer sur mon fusain parce que, justement, grâce à la construction et à les proportions que je l'ai pris à la main libre cette fois, je peux maintenant avoir, pas la crédibilité, mais je peux avoir confiance en moi que qu'est-ce que je suis en train de faire, il a une coursivité, d'accord? Et que je ne le fais pas par hasard. Voilà. Normalement, maintenant, je dessine dans ma mémoire, donc c'est plus là, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est juste un croquis. L'oreille, elle doit toujours être entre le nez, elle ne dépasse jamais, d'accord? Elle est juste ici stylisée, elle est suggérée, mais on ne le voit pas en entier. Donc nous aussi, on va le styliser, on ne va pas le voir en entier. De toute façon, c'est sa barbe qui occupe plus de l'espace comme... On ne va pas le dessiner en entier. Et là, je peux dessiner plus. Je peux décortiquer même plus toutes ces formes géométriques dans lesquelles, parce que son nez, ça peut être une pyramide. Ses yeux, ça peut être une ellipse ou une sphère. Pour cette raison, quand on apprend à dessiner, par exemple, des fois, dans mes cours, les gens, ils ont du mal à comprendre que c'est simple. Comment on dessine un carré? Un carré, il a toutes les surfaces égales, d'accord? Toutes les surfaces sont égaux, on va dire. Et comment je dessine dans un carré? Si j'ai le carré, je peux dessiner le cercle, non? C'est simple. Et si j'ai le cercle, comment je peux voir un objet? À chaque fois, je rencontre des personnes qui ne savent pas dessiner une ellipse. Et l'ellipse, c'est quelque chose de tellement simple. Et justement, on doit savoir que le cercle, en perspective, lui, il devient une ellipse. C'est pour ça que c'est très important, Leono Battista Alberti et Filippo Brunelleschi, parce que c'est lui qui m'a expliqué que, regardez, par exemple, si je veux dessiner une ellipse, qu'est-ce que ça veut dire l'ellipse? Quand je prends un objet, un verre, je vais expliquer avec un verre, voilà, ça. Ça, c'est un cercle, d'accord? Un objet usuel, ordinaire. C'est un cercle. Que je suis au-dessus de cet objet, je vois le cercle en intégralité. Que je veux dessiner en perspective ce cercle, je ne peux pas le dessiner comme si c'était un cercle. Je vais le dessiner à partir d'un trapèze, je vais passer ces diagonales et je vais dessiner l'ellipse. Le cercle, il diminue, d'accord? En fonction de notre point de vue. Et justement pour cette raison, si on joue avec ces modules cube, sphère, cercle, cylindre, on arrive mieux à comprendre et à progresser vers tout ce que ça veut dire corps humain, pour anatomie artistique, des objets, des architectures, des bâtiments. Tout ça, ça passe par la géométrie. Si vous jouez tous les jours avec ces trois formes, cylindre, sphère et cube, vous arrivez à tout dessiner. Rappelez-vous qu'à la base, c'était ça, pour vous dessiner plus clair. À la base, c'était ça.
Vous voyez la forme qu'il était dans le cadre. Si on pense comme ça, de cette façon, on arrive à tout dessiner, tout. Mais si on essaye de rester des années reliés à notre chaise pour vérifier en permanence si ça correspond à la forme qu'on est en train de dessiner avec qu'est-ce que... Non, ça ne va jamais marcher. Mais si vous voulez une progression, il faut toujours que vous vous servez de la géométrie, passer par la géométrie. Merci Anna pour toutes ces explications. Merci à vous de m'accorder ce temps. C'était avec plaisir et donc on vous retrouve bientôt à l'Espace Saint-Jean.